Monsieur le Directeur, chers collègues du Conseil d'administration et du Conseil scientifique de la Fondation, Mesdames, Messieurs, je suis honoré et heureux d'ouvrir ce colloque destiné à mieux vous faire connaître l'axe sciences humaines et sociales de la Fondation Maladies Rares. D'abord, pour épargner à certains une recherche sur leur smartphone, sachez que je suis bruxellois, que je suis néphrologue émérite et que j'ai été amené à faire partie du conseil scientifique de la Fondation et que c'est à ce titre que je vous introduis aujourd'hui à ce colloque. À propos de votre smartphone, n'oubliez pas de lui intimer le silence dès maintenant. Merci. Vous pourriez vous demander comment un néphrologue de 70 ans vient apporter un intérêt particulier aux aspects humains et sociaux des maladies rares. Eh bien, c'est très simple. D'abord, comme tous les aînés présents ici, j'ai participé à une mutation bienvenue de la société qui, d'une organisation patriarcale, a fait place progressivement à l'émergence des droits de l'individu et parallèlement à ce changement de société, la relation médecin-patient évoluait elle aussi. Le paternalisme médical, paternalisme qui était encore de bonne loi quand j'étais jeune médecin, faisait aussi place à l'émergence des droits du patient. Droit à la vérité, droit à la participation dans les décisions thérapeutiques, avec face aux recommandations prises en compte de la part des soignants, de ses valeurs et de ses préférences. Bref, le patient est devenu acteur de sa santé, partenaire de son médecin. Et dans mon domaine des maladies rénales génétiques, ce qui a beaucoup compté pour moi, c'est ma proximité depuis plus de 20 ans avec une association créée en 1988 par Jean-Pierre Grunfeld, Ginette Albouze et quelques familles, l'AIRG, l'Association pour l'information et la recherche sur les maladies rénales génétiques, regroupant grosso modo une quarantaine de maladies toutes rares, la plupart du temps, ici en l'occurrence toutes génétiques. L'objectif de cette association, vous ne pouvez pas le lire, mais je vous lis la phrase, je l'ai souvent relue: établir des réseaux d'échange afin que le savoir médical des uns s'enrichisse de l'expérience et du vécu des autres. Vous êtes nombreux à représenter ici des associations de patients comme l'AIRG et ça ne fait probablement pas de doute, je ne fais qu'enfoncer des portes ouvertes en rappelant ici pour vous le rôle devenu si important des associations de patients, singulièrement dans les maladies rares. D'abord, elles font mieux connaître aux adhérents et leurs familles la maladie qui les atteint. Ensuite, elles amènent à des rencontres entre patients, souvent si réconfortantes, entre patients et soignants, ou entre soignants et chercheurs, souvent si motivantes pour les uns et pour les autres. Depuis quelques années, les associations sont en outre partie prenante des essais cliniques, non seulement pour recruter les patients, mais aussi pour surveiller le déroulement des essais, et maintenant, de plus en plus souvent, nous le voyons, pour concevoir de nouveaux essais. Et enfin, elles peuvent avoir un rôle considérable dans la promotion de la recherche et dans le soutien à la recherche, comme vous le savez. Avec le temps, nous avons d'ailleurs été tellement convaincus en néphrologie du rôle des associations de patients que lorsqu'il s'est agi récemment de promulguer des recommandations pour la prise en charge et le traitement d'une maladie rénale génétique, la polykystose, eh bien, nous avons été quelques-uns à souhaiter que 2 représentants des associations intéressées fassent partie intégrante du comité de rédaction, reconnaissant leur expertise personnelle de la maladie, leur capacité de nous poser de bonnes questions, de nous indiquer leurs priorités. Par exemple, dans la polykystose, la douleur chronique, très peu abordée jusqu'ici. Et ces associations, ces représentants autour de la table pendant ces 3 jours, nous ont également bien aidés à rédiger un agenda de recherche. Enfin, assez parlé de ma trajectoire, il me revient de présenter brièvement la Fondation Maladies Rares à ceux qui ne la connaissent pas bien. Fondation Maladies Rares qui s'inscrit pleinement dans le plan Maladies Rares, votre plan Maladies Rares que, je peux vous dire, beaucoup de pays européens vous envient, chers amis français. C'est en tout cas, je trouve pour vous, un beau sujet anti-morosité. Alors, la Fondation Maladies Rares, quand j'ai demandé aux 2 collaboratrices
Merci Ingrid et merci Laura de me faire une dia reprenant les logos des membres fondateurs. Je me suis aperçu que la disposition des logos ne devait sans doute rien au hasard. Comme vous voyez, eh bien, tout au-dessus, la recherche avec l'INSERM, mais je peux vous dire que je suis frappé par le nombre de projets de recherche, aussi bien de la recherche fondamentale que de la recherche clinique autour des maladies rares. Ensuite, en bas, les établissements de soins avec la conférence des directeurs généraux CHR, CHU, et l'enseignement supérieur avec la conférence des présidents d'université, avec, au centre de leurs préoccupations, les patients. Les patients avec l'Association française contre les myopathies, bien connue de tous par le Téléthon, qui porte le combat contre les maladies rares depuis tant d'années, et, on vous en dira un petit mot tout à l'heure, l'Alliance Maladies Rares, créée en 2000, qui fédère aujourd'hui plus de 200 associations de malades. La Fondation, elle a 3 missions. La première, en haut à droite, c'est, commencer par le commencement, élucider la cause des maladies rares. Un constat, sur plus de 7000 maladies rares recensées, beaucoup restent méconnus, au point que plus de 50% des patients atteints restent aujourd'hui sans diagnostic de leur affection. Eh bien, la première mission de la Fondation, c'est d'aider à décrypter les maladies rares. Décrypter et diagnostiquer les maladies rares, c'est bien entendu dans le but d'imaginer et de développer, deuxième mission de la Fondation, de nouveaux traitements. Et là, comme vous voyez, il y a un immense travail qui reste à faire, puisque, vous lisez tout en bas, 97% des maladies orphelines sont aussi orphelines de traitement aujourd'hui. Et enfin, la troisième mission de la Fondation, c'est celle qui nous réunit aujourd'hui, c'est le thème de notre colloque, c'est de contribuer à améliorer le quotidien des personnes concernées. Quand on sait que 2 malades sur 3 atteints d'une maladie rare ont un handicap lié à leur maladie et se retrouvent parfois isolés socialement, on mesure mieux le travail à accomplir. Le rôle de la Fondation, c'est d'analyser les conséquences d'une maladie rare sur le plan individuel et sociétal et de proposer des améliorations du quotidien des personnes malades. Cette fondation, qui est encore jeune, puisqu'elle n'a été mise sur pied qu'en 2012, peut déjà fièrement examiner son bilan. Regardez, en haut à droite, dans le domaine du diagnostic, c'est là que le plus gros budget a été alloué et que les projets sont rentrés les plus nombreux. Beaucoup de projets, bien sûr, de séquençage à haut débit pour identifier les gènes responsables, avec, à ce jour, un résultat tout à fait remarquable, puisque plus de 50 nouveaux gènes ont été identifiés grâce à ce projet. Après l'identification des gènes et l'élucidation des voies de signalisation qui conduisent du gène à l'expression de la maladie, vient alors la recherche de la riposte thérapeutique, de nouveaux traitements. Les projets, vous voyez dans le bas de la dia, sont un peu moins nombreux, mais enfin ils sont également plus coûteux. Il s'agit de créer des modèles animaux, parfois de passer chez le gros animal. Il y a une autre technique qui est le criblage à haut débit de molécules à potentiel thérapeutique. Et bien tout cela aussi, c'est du domaine de la Fondation de soutenir de tels projets. Et enfin, dans le domaine qui nous intéresse aujourd'hui, vous le voyez en haut à gauche, le budget est lui aussi substantiel. Sur les presque 200 projets déposés réunissant médecins, chercheurs et associations de malades, 20 ont été financés, 79 équipes de recherche ont été impliquées, 33 associations de patients étaient parties prenantes de ces projets. Voyons un peu plus en détail quelles sont les thématiques qui entrent dans le champ SHS. Les actions qui sont et qui seront soutenues sont celles qui remplissent les objectifs que vous voyez. 1. Améliorer nos connaissances quant aux conséquences de la maladie rare en termes de handicap. Le handicap étant entendu comme toute limitation d'activité ou toute restriction de participation à la vie en société en raison des altérations liées à la maladie. Par exemple, quelle est l'autonomie de la personne? Quelle est l'accessibilité des différents domaines qui conditionnent la participation sociale? L'école, le travail, le logement. Deuxième objectif, l'amélioration de la prise en charge et de l'accompagnement des personnes atteintes dans leur parcours de vie, tout au long de leur cheminement de vie personnelle, vie relationnelle, vie professionnelle s'entend. Troisième objectif, éclairer les politiques publiques sur les inégalités
qui demeurent dans ce parcours de soins. Vous en verrez des exemples très concrets cet après-midi. Quatrième objectif, faciliter l'accès des personnes malades à l'ensemble des mesures et organisations de droit commun, garantissant en quelque sorte les libertés fondamentales de la personne malade pour elle aussi et leur dignité. Afin d'y arriver, la Fondation, vous voyez au milieu de la diapositive, a constitué un groupe de travail où se retrouvent chercheurs en sciences humaines et sociales, cliniciens, associations, ces partenaires bénéficiant vraiment, je peux en témoigner, de la fertilisation croisée de leur savoir. Le premier appel à projet remonte à 2012. Nous en sommes actuellement à la 4e session avec, vous le voyez en bas, le bilan de ces 3 premières sessions. 24 projets financés sur 197, donc un taux de succès de l'ordre de 12% pour le montant important que vous voyez là, 1,8 million d'euros. Pour être éligible, le projet doit être pluridisciplinaire et impérativement associer une équipe de recherche en sciences humaines et sociales et une association. Et le bénéfice pour le patient doit être tangible, doit être clairement détaillé. Les projets peuvent être observationnels, mais la préférence va à des projets interventionnels et qui plus est, dont les résultats peuvent être transposables à d'autres maladies. Si vous êtes intéressé de voir le texte détaillé, bien sûr, il se trouve disponible sur le site de la Fondation. Voilà, vous allez, j'en suis sûr, en savoir plus grâce à cette journée dont voici les objectifs. Le premier, eh bien, ce sera de donner la parole à des porteurs de projets qui ont été lauréats. Ils en feront devant vous le bilan. Ce sera également l'occasion d'échanger sur les bonnes pratiques dans le montage et la conduite de ces projets. Notre table ronde aura pour titre « Construire et faire vivre un projet SHS, Sciences humaines et sociales, c'est encore plus simple, les clés du succès ». Pourquoi ne pas nous inspirer de ce qui se fait dans d'autres disciplines comme le cancer? Eh bien, nous en parlerons aussi cet après-midi. Enfin, nous espérons surtout que ce colloque sera l'occasion de rencontres entre les acteurs des différents domaines, en espérant, pourquoi pas, voir émerger de vos discussions de nouvelles idées et de nouveaux projets. Je vous remercie de votre attention et je vais passer la parole au représentant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, Madame Julie Michaud. Elle sera suivie par l'intervention de M. Jean-Charles Grolmund, directeur général du groupe IRSEM. Je lui cède la parole. Madame Michaud.